Vous connaissez aussi une autre dame, Marthe Faré, que moi j'ai appris à connaître depuis Lomé bien longtemps déjà. Ça fait déjà je dirais, je crois, plus d'une quinzaine d'années, ou une dizaine, quinzaine d'années bientôt, avant que je ne quitte le Togo pour mes études, d'abord en France. Ces personnes connaissent Grace Bikoyi. Nous allons parler de Grace Bikoyi. Nous avons fait le même exercice pour Amron. J'ai fait le même exercice pour Madame Nyakade. Aujourd'hui, pour une deuxième ou troisième fois, nous allons parler de Grace Bikoyi. De l'enseignement que cette dame est en train de nous transmettre, de transmettre à l'ensemble du peuple togolais. Je les remercie, je remercie la marraine, je remercie Marthe Faré, je remercie aussi Ashley, Ayele Ashley, que j'ai appris aussi à connaître, à découvrir il n'y a pas très longtemps. Les trois, ce trio, va nous parler donc de Bikoyi aujourd'hui. Je les remercie, je vais les recevoir tout à l'heure dans 1 minute, 2 minutes. Mais bien avant cela, Zita, si tu es avec nous, est-ce que tu peux nous donner le fil conducteur de la raconte d'aujourd'hui? Parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Zita, j'ai demandé que tu puisses nous donner une structure, au fait, pour que nous puissions soigner les messages qui vont être passés aujourd'hui, dans le live d'aujourd'hui. Zita, si tu es là, tu nous diras tout au moins, c'est pas forcément nous donner le temps, mais nous donner un peu la structure du live que nous allons suivre aujourd'hui, nous allons vivre aujourd'hui. Et une fois encore, je vous invite à partager le lien vers le live d'aujourd'hui. Zita, tu as la parole d'abord. Bonsoir à tout le monde. Bienvenue à tous, bienvenue aux habitués que je retrouve. Donc aujourd'hui, donc on a les 3 invités que le docteur vient de citer. Donc pour le fil conducteur, on va faire une petite lecture en mémoire de Grace. Ensuite, il y aura l'intervention de nos 3 invités. Ensuite, on aura un petit temps d'enseignement suite à ces interventions. Puis une petite allocation que je vous ferai. On fera monter les panels pour vos commentaires. Donc voilà. C'est ça. Nous allons maintenant accueillir. Alors vous savez bien le faire. Hein, donc quand elles vont monter, elles vont désactiver leur vidéo, tout ça, leur caméra, tout ça. Donc vous m'aidez à les accueillir. Donc j'invite la marraine, Marthe Faré et Ayel Ashley à venir donc sur le mur. Merci une fois encore de votre disponibilité de répondre à cet appel que je vous ai fait. Rentrez ici. Bonjour docteur, bonjour Ayele, marraine Zita, bonjour tout le monde. Bonjour Marthe Faré. Les gens de Pyramide vont bien, autour de Pyramide, ils vont bien. Tout le monde va super bien, oh grâce, tout le monde va bien. Et tout le monde continue de lutter. Tout le monde continue de lutter, c'est ça. Exactement. Merci beaucoup Marthe Faré. Alors, la marraine, est-ce que la marraine, donc peut-être avant que la marraine ne désactive, Ashley, bonjour. Bonjour, bonsoir à tout le monde. Merci bonjour. pour l'invitation. C'est ça, merci beaucoup. D'accord. Merci d'avoir accepté cette invitation. La marraine, on est impatient de te voir. Merci beaucoup la marraine, merci d'avoir accepté l'invitation. Ça va? Oui, ça va. Marraine, vous êtes mutée. La marraine, tu es mutée, On n'a pas démuté ton micro. Non. C'est Bikoni Biate, c'est pas Bikoyi. C'est Bikoni, c'est ça. Bikoni, c'est ça. Je vais faire ma puriste, c'est Bikoni. C'est Bikoni. C'est pas ça, c'est Bikoni. Bikoni Biate. Au fait, Bikoni Biate. Oui. C'est non, son prénom c'est plus long, mais elle-même elle coupe Bikoni. Non, c'est pas à toi, Matt. Je parle à
À Dr. Cyril qui a passé son temps à écorcher. Il dit D'accord. Bikoyi, Bikoyi. J'ai écrit Bikoni, mais qu'on dit Bikoyi. C'est Bikoni. Bon, maintenant, la Bikoni. vraie prononciation, là, ça, c'est Marthe qui gère ça. Mais l'affaire, c'est ça, Grace- c'est ni et i, Grace no, i, elle-même, elle coupe Bikoni, ni, Bikoni. pas yi. Parfait. Mais Maintenant, on s'attend c'est aussi. son Est-ce nom, que c'est Grace c'est ou son c'est nom. Grâce? Dites-moi. C'est son nom qui est Koumayi. Au fait, son nom là, c'est Koumayi. Mais son Oui. prénom, il n'y a pas yi dedans. D'accord. C'est dans son nom qu'il y a yi, Koumayi. D'accord. Parfait. Voilà. Non, c'est bien compris. Mais l'autre Alors, mais prénom, moi, c'est- j'aime pas qu'on écorche mon nom. Désolé, hein, je fais la... Mais comme j'aime pas qu'on écorche mon nom, chaque fois qu'on écorche le nom de... Je sais, je corrige. T'inquiète, il n'y a pas de souci par rapport à ça. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que vous permettez, on va prendre juste 5 à 6 minutes, parce que ça fera 5 ou 6 minutes pour lire les 2 lettres, parce que c'est de cette lettre-là d'abord que tout va partir. Vous connaissez beaucoup de choses sur Bikoni. Donc là, maintenant, j'ai bien prononcé. Hein. Donc, on va lire les 2 lettres. Que ceux qui nous écoutent, celles qui nous écoutent, puissent prêter vraiment oreille au contenu de ces 2 lettres, du message que Bikoni nous transmet. La première lettre, elle est signée le 20 octobre 2025. J'accepte d'être le grain qui tombe en terre pour que demain germe une moisson de liberté. Chers Togolaises, Togolais, jusqu'à la victoire. Depuis le ventre de la nuit, là où l'aube semble avoir oublié de naître, je vous écris. Je vous écris non pas avec l'encre, mais avec la blessure de mes mains liées, la brûlure de ma peau meurtrie et la ferveur d'un cœur que ni la peur, ni la torture n'ont pu éteindre. Je suis ici dans la pénombre, témoin silencieuse d'un peuple qu'on voudrait endormir. Je vois les jeunes que le désespoir ronge, qui crient sans voix dans les rues du pays. Je vois nos jeunes entrepreneurs, nés pour créer, finir enfermés en prison pour avoir rêvé de développer le pays. Je vois nos soignants, ces gardiens de la vie, regarder mourir ceux qui auraient pu sauver si et seulement on leur avait donné un peu d'outils, un peu d'espoir. Je vois nos mains commerçantes brisées par les dettes et la fatigue, mourir dans l'indifférence des murs de béton, entre parenthèses prison. Et je comprends que mon combat n'est pas un choix, mais une réponse à cet appel silencieux, profond, vibrant que le peuple du Togo envoie à travers ses larmes. Oui, on m'a humilié. Oui, on a profané ce qu'il y avait de plus intime en moi, croyant briser ma foi. Mais ils n'ont fait que libérer ce qu'ils voulaient étouffer. Ma vérité, ma lumière, ma fidélité, ma loyauté et la justice. Je garde la tête haute, non par orgueil, mais parce que baisser les yeux serait trahir ceux qui espèrent encore. J'accepte d'être le grain qui tombe en terre pour que demain germe une moisson de liberté. S'il faut mourir ici, que ce soit une mort féconde, une mort qui ouvre les portes d'un Togo juste, prospère, vivable et vivant. Ici dans le noir, derrière les barreaux incertains, je pleure pour mon peuple, le peuple togolais. Mais mes larmes ne sont pas faiblesses, elles sont des semences. Chacune de mes larmes versées dans la nuit devient au matin une étoile dans le ciel de notre chère nation. Et lorsque dans le silence, vous leverez les yeux, souvenez-vous, chers Togolais, le Togo n'est pas mort, il respire encore dans le souffle de ceux qui refusent de se taire. Le Togo de demain passe sans nous, Togolais vient, bâtissons la cité, grâce Bikoni Biati Koumayi. La deuxième lettre, prison civile de Lomé, 25 ou 26 octobre 2025. Par grâce
Bikoni Biaté Koumaï, sage-femme d'État et femme politique. Écoutez le silence des Togolais. Ah oui, le silence ne nous protège plus. Il est des silences qui grondent plus fort que les tonnerres, jusqu'à la victoire. Il est des peuples qui, même muets de peur, hurlent dans le secret de leur âme. Aujourd'hui, le Togo est ce peuple. Le Togo est ce cri étouffé. Le Togo est ce feu couvrant sous la cendre du silence. Monsieur le Président du Conseil, Faure Gnassingbé, attendez ce silence qui s'épaissit autour de vous. Ce silence ne vous protège pas, il vous prévient. C'est le silence d'un peuple fatigué d'avoir espéré, usé d'avoir prié, meurtri d'avoir trop longtemps porté la souffrance en guise de vêtement national. Monsieur le PC, Faure et Sozimna Gnassingbé, ce silence ne vous arrange point. Il annonce le tumulte à venir, car Dieu ne laisse pas éternellement bâiller la vérité. Quant à vous, procureur de la République Talaka Mawama, souvenez-vous, on ne frappe pas une femme déjà à terre. On ne piétine plus celle qui saigne, car son sang devient semence, et toute semence est finie par lever. Vous pouvez enfermer un corps, mais jamais une conviction. Vous pouvez briser la chair, mais non l'esprit. Et lorsque la justice devient arme du pouvoir, le peuple devient juge du destin. Chers Togolais, ne pensez pas que je suis en prison. Non, car moi, je ne suis pas en prison, mais en mission. La mission de réveiller les consciences, d'appeler les âmes à la lumière, de dire que mes frères et sœurs togolais, que leur silence ne les sauvera pas. L'épidémie Mahama Talaka plane sur toutes les maisons, même celles de ceux qui croient pouvoir se taire et se tenir à l'écart. L'injustice, quand elle s'installe dans une nation, elle ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappe à toutes les portes. Moi, Grace Bikoni Biaté Koumaï, citoyenne du Togo, même dans le noir incertain de la prison, j'ai choisi de ne plus avoir peur. Ici, en prison, une simple infection peut me faire disparaître à jamais, mais je préfère risquer ma disparition que d'assister impuissante à la misère morale et spirituelle de mon peuple. Car le Togo que j'aime n'est pas une prison à ciel ouvert. Le Togo que j'espère est juste, prospère, vivable et vivant. Peuple togolais, lève-toi. Ce combat n'est pas celui d'une femme ou d'un homme seul, ni même celui d'un parti. C'est celui de la dignité humaine. Et la dignité, quand elle s'éveille, ne se négocie pas, elle s'impose comme l'aube après la nuit. Car l'histoire n'oublie jamais ceux qui ont osé parler quand tout le monde se taisait. Le Togo de demain, passant nous, Togolais vient, bâtissons la cité grâce Bikoni Biaté Koumaï. La marraine, quelle est la situation de Grace depuis son arrestation, depuis sa détention? Quelle est sa situation et quelles sont les conditions dans lesquelles Grace Bikoni vit-elle ou vit? J'ai de faire la politique avec ma fille. Elle me suit de partout. Donc, Grace, actuellement, est à la prison civile de Lomé. Elle a demandé à retourner à la prison civile de Lomé parce que ça fait depuis 2 jours. Elle est à la prison civile de Lomé. Elle dit qu'elle ne veut plus être au cabanon parce que les médecins du CHU au coin ne la soignent pas bien. Elle passe de mauvais moments avec les médecins. Il y en a qui l'humilient, il y en a qui lui font la morale, il y en a qui l'ignorent, pardon s'il te plaît, il y en a qui l'ignorent
Du coup, elle a dit non, elle ne veut plus. Elle arrête les soins du CHU Tocoin et puis elle retourne à la prison civile de Lomé. Elle est toujours malade. Elle a toujours des vertiges. Elle a toujours des maux de tête atroces. Elle n'arrive pas à se tenir debout parce que après, enfin, ça ne va pas. Elle risque de tomber. Elle ne peut pas se faire à manger. À la prison civile de Lomé, du côté des femmes, c'est les femmes elles-mêmes qui se font à manger. Du côté des hommes, on leur fait un bubu infect et on leur donne. Bon, du côté des femmes, c'est les femmes qui se font à manger. Mais Grace ne peut pas se faire à manger non plus. Là, ça ne va pas. Moralement, ça va. Mais la santé physique, ça ne va pas. Et même les médecins qu'elle voulait voir à la base, ben, ils traînent. Donc, la dernière fois, elle a discuté avec l'administrateur de la prison pour lui dire que si on n'accepte pas qu'elle va des médecins privés, c'est pas la peine, qu'elle ne verra plus. Elle a été trop humiliée par les médecins de l'hôpital public, quoi. Elle est même tombée sur une dame qui est du syndicat des sages-femmes, hein, et qui lui a fait la leçon en lui disant, ben voilà, hein, quand on te parlait, tu n'écoutais pas, voilà les conséquences, tu te retrouves menotté, etc. Et du coup, ça a tellement énervé et Grace qu'elle a fait une crise de nerfs au beau milieu de l'hôpital. Elle a crié, voilà, elle a fait une grosse crise de nerfs. Et elle a dit à la dame, je suis très fière de mes menottes. Je suis fière de mes menottes. Au moins, je dis ce que je dois dire. Je me bats pour le peuple. Je suis plus fière de mes menottes que toi du fait que tu te planques pour manger. Elle a rappelé à cette dame qu'elle était pendant 5 ans. Qu'elle était pendant 5 ans la secrétaire générale du syndicat des sages-femmes. Si elle avait voulu rester là juste pour manger, elle le serait restée, quoi. Mais c'est parce qu'elle a vu que ça n'allait pas, qu'elle a décidé de changer. Voilà. Tout simplement, ben, je vais fermer ma caméra parce que ma fille m'embête. Tout simplement, ça ne va pas d'un point de vue physique, mais le moral, ça va tellement qu'elle a décidé de faire une grève de la faim depuis 2 jours. Ok, depuis 2 jours, elle fait une grève de la faim. Oui, elle a commencé hier et puis aujourd'hui aussi. Et elle fait la grève de la faim. Pardon, je vais arrêter mon micro et ma caméra le temps de gérer ma fille. Je reviens. D'accord. Donc, on va certainement relancer la marraine. Vous êtes en train de suivre déjà ce que vit, ce que subit Grace, non seulement humiliée par les forces armées, par les policiers, mais également par les professionnels de la santé aussi. Chers amis, s'il vous plaît, partagez le lien, parce que je voulais annoncer que le live d'aujourd'hui est spécial. Et vous voyez que c'est un trio d'Amazon qui est venu nous parler là. Et là, ça commence. Nous ne sommes pas ici, c'est pour vendre l'émotion, mais nous sommes ici pour nous rendre compte, pour réaliser ce que la femme togolaise est en train de vivre. La chosification que la femme togolaise est en train de vivre. Que le peuple togolais tout entier est en train de vivre. Marthe, tu connais ce régime, tu connais bien ton pays, le Togo. Tu as même cherché à rester longtemps au pays, à ne pas quitter. Parce que la cause que tu défendais était si noble et si importante, cruciale pour toi. Tu connais bien ce régime. Tu as vécu des choses avec ce régime. Tu connais la barbarie de ce régime qui est prêt à chosifier, à déshumaniser la femme, comme je le disais tout à l'heure. Quel est ton regard, Marthe? Quel est le regard que tu portes sur les traitements inhumains, dégradants qui sont perpétrés sur Grace? Marthe. Bonjour, professeur. Désolé de ne pas mettre ma caméra. D'accord. Mais c'est pour ça que je l'avais mis au début. Pourquoi vous voyez que c'est moi quand même?
Mais désolé de ne pas pouvoir continuer en caméra. En fait, à chaque fois que tu entends des choses, tu te dis, mais dans quel monde vivons-nous? Dans un pays où les dirigeants se targuent de classements mondiaux, à la tête de tel classement mondial sur la protection de la femme, tel classement mondial sur les réformes en faveur des femmes, tel classement mondial de ceci, tel classement mondial de cela. Nous sommes les réformateurs pour les femmes. Quand tu entends le traitement, quand tu entends subir et vois le traitement infligé de manière générale aux femmes, tu te dis, mais c'est vraiment dommage. Et une petite anecdote, docteur, quand j'ai été, pendant les 10 jours, j'étais détenue. Quand je suis sortie, j'ai dit aux femmes avec lesquelles on travaille sur des questions de genre que mais les commissariats ne sont pas adaptés à la garde à vue pour les femmes. Et mes amis me disent, mais toi, tu es arrêté, tu es privé de liberté, et au lieu de te concentrer sur ton cas, tu vas te chercher d'autres causes là-bas. Je dis, mais tu te cherches une cause que quand ça te touche et que tu vois les réalités. Je n'avais jamais réfléchi à comment est-ce que les femmes, on gère la garde à vue des femmes. Mais quand je suis allée moi-même, j'ai fait 2 commissariats différents, j'ai compris que nos commissariats ne sont pas adaptés à la garde à vue pour les femmes. Et d'ailleurs, j'ai été agressée sexuellement là-bas, dans un des commissariats. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que pour des gens qui n'ont aucun respect pour l'humain en lui-même, pour des gens qui n'ont aucun respect pour l'être humain, tu comprends que la vie d'une femme n'a pas de valeur pour eux. Les seules vies de femmes qui ont de la valeur pour eux, c'est les femmes de pouvoir, leurs femmes de pouvoir, entre guillemets, leurs propres enfants filles, leurs mères et leurs sœurs, c'est tout. Le reste, nous ne sommes pas une priorité pour eux. Nous sommes des prétextes dans des classements mondiaux, nous sommes des prétextes dans des classements internationaux, mais nous ne sommes pas des personnes, nous ne sommes pas considérés comme des personnes. Et si je reviens à Grace, Grace c'est une personne que je connais très très joyeuse. C'est une personne naturellement joyeuse, que rien n'abat, c'est-à-dire rien ne lui enlève son sourire. Oui, à chaque fois, elle me dit, grande sœur, à la guerre, comme à la guerre, hein, et je lui disais, mais tu as de l'énergie, tu trouves cette énergie où? Et déjà, je suis contente que les conditions de Grace n'empêchent pas Grace de continuer de rire et de continuer pas à faire des actions. C'est ça une Amazone, c'est ça une vraie combattante. Et pour ça, chapeau à Grace. Et on ne peut pas se permettre de faire ces traitements-là inhumains à un individu, à une mère de famille qui, de surcroît, je précise, n'a rien fait. Il faut toujours préciser que Grace n'a rien fait. C'est très important. Grace n'est pas bandite, Grace n'est pas braqueur, Grace n'est pas une délinquante qu'on a arrêtée. Grace est une Togolaise qui soigne des femmes, qui s'occupe des femmes qui n'ont pas les moyens de se faire prendre en charge dans les milieux sanitaires pour un accouchement propre et de qualité. Et Grace n'a rien fait de mal. Grace a juste, au-delà de son engagement, même son engagement, Grace est une femme polie. Grace est une femme qui a de l'éthique dans ce qu'elle fait. Tout à fait. Et donc qui, justement, n'a rien fait et se retrouve en prison pour les désirs, pour les desiderata de, excusez-moi le terme, mais d'idiots et d'intellectuels tarés qui ne comprennent pas qu'aujourd'hui, l'engagement, il n'est pas négociable et que la dignité humaine n'est pas négociable. Des gens qui ne comprennent pas que des enfants ont besoin de leur mère. Et que c'est à l'âge là, les enfants là ont besoin de leur mère. Et que on prend une femme, on va la mettre dans une prison tout simplement
parce que elle ne réfléchit pas, elle ne veut pas regarder dans la même direction que vous. Dans la même direction que ces gens-là, on aura l'occasion tout à l'heure, même si nous faisons l'hypothèse que Grace était coupable de quelque chose. Est-ce que c'est parce que l'on est coupable qu'on doit mériter ou qu'on doit subir ce que Grace est en train de subir? Même si nous faisons cette hypothèse, évidemment, que je ne soutiens pas, qui n'est pas soutenue. Pas du tout, c'est les droits humains. Tout à fait. C'est les droits humains. Et moi, la femme qui nargue Grace, je le dis et je le répète, moi, Marthe Faré, il y a 1 an derrière, si quelqu'un m'a dit, je me serais assise devant une caméra dans un live en train de parler de la situation sociopolitique au Togo, je vais dire que la personne est folle. Parce que vous pensez que vous êtes épargné jusqu'à ce que ça vous tombe dessus. Hein? Ouais, c'est ça, ne pensez surtout pas que vous êtes épargné, que vos sœurs sont épargnées. Si j'y suis passé, si une grâce y est passée, c'est que vos sœurs, vos mères, vos filles vont y passer. Pour la simple raison que dans ce pays, quand tu portes un engagement, et moi je portais un engagement, genre, je me disais, écoutez, la politique, ça ne m'intéresse pas, je vais me consacrer à mes actions orientées vers les femmes, accompagner les femmes, accompagner les femmes victimes, les aider à se reconstruire, à sortir du système. Mais me voilà ici. Parce que ce même système m'a boyé. Ne laissez pas là et dites, ah ça ne me regarde pas, c'est leurs affaires, je ne m'en mêle pas. Parce que quand ça va tomber sur vous, quand ça sera votre tour, nous serons en train d'en parler peut-être, mais vous vous mordrez les doigts de ne vous êtes pas levé pour dire non à un système d'oppression. Docteur, si tu le permets, justement, Grace le dit, hein, que les Togolais se le prennent pour dit. Mais si on aura le temps, c'est que mais après ce moment qu'on est en train de partager, quand je rentrerai dans l'enseignement, mais elle dit l'injustice quand elle s'installe dans une nation, elle ne choisit pas ses victimes. Tôt ou tard, elle frappe à toutes les portes. Donc si les Togolaises, chacune reste dans son coin en disant moi je ne suis pas concerné parce que je fais pas la politique. Ah bon, vous êtes en train d'écouter les témoignages. Je pense que nous avons les oreilles pour comprendre. Madame Ashley, j'ai appris que vous travaillez dans l'armée et c'est une fierté, c'est une joie, c'est une fierté pour le peuple togolais. Vous connaissez le droit des conflits armés, les règlements d'engagement et tout ça. Dans toutes les armées du monde, même au temps de la guerre, il y a certains actes qui sont strictement interdits. On peut pas torturer une personne. Qui plus est, une femme. On ne peut pas commettre certains actes comme un VIOL. Et qui plus est, un VIOL collectif, c'est-à-dire plusieurs hommes, plusieurs personnes. Et grâce, quand l'information était sortie, quand l'information circulait avant, les gens pensaient que c'était vraiment du joke, comme le disent les gens pensaient que c'était de l'amusement. Mais la grâce l'a confirmé dans la première lettre. Oui, on m'a humilié. Oui, on a profané ce qu'il y avait de plus intime en moi. En tant que femme, en tant que femme engagée dans l'armée, dans vos missions et tout ça, quand vous attendez tout ça, que au Togo, des forces armées font ça sur une femme. Des professionnels de la santé font ça sur une femme, sur leurs collègues. Je ne sais pas si vous êtes mère aussi, mais est-ce que ça vous dit quelque chose, Ayele? Est-ce que ça vous dit quelque chose, vous? D'abord, bon, pour commencer, je pense que... salut tout le monde. Pour commencer, je pense que j'avais fait une vidéo un peu générale quand il s'agit de la femme, la chosification de la femme et le niveau à laquelle, nous sommes dégradés. Oui. On est vu en général, avant qu'on aille dans d'autres contextes, la manière dont la femme elle est traitée, elle est vue, elle est... Je sais même pas comment expliquer. La société a tellement chosifié la femme qu'il y a plus de, comment est-ce qu'on dit ça? Plus aucune valeur. Yeah. On le voit dans les manières de parler, on le voit dans les manières de
comment est-ce qu'on dit ça, de regarder les femmes. On se dit par exemple, oh, elle est facile, s'il y a certains petits trucs qui se font ou qui se disent, qui dévalorisent les femmes à tel point que on arrive à un point où tout ce qui arrive à la femme, c'est toujours sa faute. Par exemple, depuis banal, tu dis, oh, ce gars m'a touché, quelque chose comme ça, on te dit, ouais, mais tu avais porté quoi? Tu étais où dans ta chambre? Tu étais seule? Tu faisais quoi là-bas? Mais c'est une éducation, je ne sais pas quand est-ce qu'elle a changé de cette manière, qui a mis la femme en dernière position sur tous les plans. Et ça grandit de jour en jour, et surtout avec la pauvreté et les situations du pays, ça fait que la femme est de plus en plus chosifiée. C'est ça. La femme togolaise surtout de plus en plus chosifiée. Est de plus en plus chosifiée, à telle enseigne que même dans ce cas, le cas de Grace, on a vu, après que ceci soit passé et qu'on se soit indigné, même leurs propres familles disent non, c'est pas possible, laissez cette histoire, c'est pas honorable pour le mari. Il y a les femmes qui disent normalement ça, il faut pas en parler, mais il y a d'autres qui disent non, ça peut pas passer. Le truc, c'est que quand tu y réfléchis, après tout, elle est toujours en dernière position. Et bon, si on amène ça sur d'autres plans, je ne comprends pas, c'est absolument inhumain de toucher à une femme, c'est absolument inhumain de battre qui que ce soit, et encore moins le viol est un crime imprescriptible. Merci. Je n'arrive jamais à dire ce mot. Est un crime imprescriptible. Merci, monsieur. Les Togolais même t'envoient même beaucoup de soutien. C'est ça. Donc, ce qui fait que ce sont des crimes qui sont, comment est-ce qu'on dit, que l'on va payer. Ce sont des crimes que d'habitude on voit pendant les guerres, dans les zones de guerre. Ce sont des tactiques de guerre, ce sont des tactiques pas acceptées qui selon les organismes internationaux, sont punis sévèrement. Ce sont des actes qu'on appelle les actes qui vont à l'encontre, genre, tu fais ça dans un pays, tu es considéré comme tu as commis un crime contre l'humanité, au fait. Donc, oui, c'est un crime contre l'humanité, oui. Je ne comprends pas comment est-ce que dans un pays de paix, que je mets en cotation, on se permet d'avoir des actes comme ça par nos militaires. Qui sont supposés protéger la nation, qui sont supposés protéger les citoyens, qui leur paient pour vivre, en fait. Les impôts, tout ce qui est payé par le contribuable togolais sert au nourrissement de ces mêmes militaires qui abusent des femmes. Donc, à y réfléchir, c'est tellement énervant et frustrant de savoir que tu paies, tu fais ta part pour un système qui doit te protéger. Le système, les militaires sont supposés être apolitiques, mais dans notre pays, on s'en rend compte que les militaires font partie du régime. Tu peux pas être apolitique en étant militaire. Ce qui est triste, mais les impôts sont passés pour protéger la population. Les tenues qu'ils portent, la nourriture qu'ils mangent, leurs femmes, leurs enfants, tout est pris en charge par la population. Maintenant, cette même population est abusée par ces militaires, donc, je ne sais pas comment expliquer, dont ils prennent, je sais pas, dont ils s'occupent au fait. C'est vraiment un cycle vicieux de t'asseoir et te dire, je paie pour la protection, je m'occupe de cet homme qui, lui et ses amis ont décidé de me toucher. Psychologiquement, c'est vraiment, vraiment rabaissant. Et de savoir qu'après tout ça, tu dois dealer avec le fait dont tu vas en parler, tu es cicatrisé, tu ne peux même pas en parler parce que la société ne te permet même pas de t'exprimer et de pleurer en paix ou d'avoir une justice. Parce que jusque-là, il n'y a toujours pas de justice. Après tous ces actes inhumains, ils l'ont amené chez Monsieur Talaka qui a décidé qu'elle devrait être en prison malgré tout. Donc, elle subit déjà quelque chose par un régime qui doit la protéger, par des militaires dont elle a payé, dont elle paye pour qu'ils vivent. Elle est nourrie et elle a été abusée par eux. Et maintenant, elle est stockée en prison et il n'y a toujours aucune justice. Donc, elle n'a même pas le temps de pouvoir guérir. Et constamment, comme la marraine l'a dit, il y a des dames, il y a des dames encore qui sont supposées être des docteurs et qui sont supposées être des sages-femmes qui la troublent
au plus profond. Le mal ne finit pas. Tu n'as même pas le temps de guérir, tu n'as même pas le temps de t'asseoir et de commencer un processus au fait. Maintenant, sa seule solution, c'est de quitter les soins qui ne sont même pas faits pour être retourné en prison. En prison encore, de revenir après aux soins, ainsi de suite, ainsi de suite. Oui, imaginez choisir de quitter une place parce qu'elle est tellement horrible pour retourner en prison. Connaissant les situations de la prison, c'est que vraiment on arrive à un paroxysme pas possible. Et c'est pour ça qu'on demande au peuple de se réveiller. On demande aux femmes de commencer à se valoriser. On demande aux femmes de commencer à réclamer justice. Il y a tellement de grâce dans ce monde. Il y a tellement de grâce au Togo qui n'arrive même pas à s'exprimer. Et c'est tellement triste. Mais tout ça commence par en cherchant à avoir justice en grâce, en cherchant à changer le système, en cherchant à revaloriser les femmes. Mais on ne peut même pas faire ça si on n'arrive pas à d'abord... Et comment est-ce qu'on dit, régler ce problème, libérer, demander justice, faire que tous ceux qui ont commis ce crime puissent payer exactement. Ça commence par là, on ne guérit pas totalement, mais on commence à guérir quand on sait qu'il y a eu une justice ou bien il y a comment est-ce qu'on dit, un point d'avenir. Je peux me voir, je peux m'imaginer, ça arrive. Maintenant, mes bourreaux ont payé, je vais commencer à guérir. Elle n'a même pas encore commencé et c'est à nous de pouvoir aider à atteindre ce niveau. Donc, voilà. C'est ça, merci beaucoup, mais moi je t'exprime tout de suite mon admiration, hein. Permettez, tes grands sœurs ne vont pas me reprocher cela. J'ai vu quand tu as commencé à te jeter vraiment à corps et âme dans cette bataille, dans cette lutte, et les éléments de réponse que tu nous apportes là, c'est tellement pertinent, très fort, et effectivement je remercie ceux qui tapotent et qui disent que nous avons des Amazones, oui. Je vous l'ai dit dès le départ, c'est que les mots ne sont pas choisis au hasard. C'est un trio d'Amazon que j'ai reçu pour vous. Et vous avez là l'occasion, l'opportunité de les voir. Et ce qu'elles nous disent, moi, en tout cas, si ça ne nous touche pas dans notre sensibilité morale, moi, je sais pas, mais quel cœur nous avons dans la poitrine, là. Bienvenue à nouveau, la marraine. Donc, on était en train de dire tout ce que Grace est en train de subir entre l'hôpital et puis la prison. D'abord au départ au cabanon. Elle est aujourd'hui fragile physiquement, n'arrive pas vraiment à marcher comme ça se doit, mais moralement, elle tient bon. Donc tu continues, mais je peux t'ajouter cette question, au fait, la marraine. Tu es avocat, tu es une grande juriste, j'ai eu l'occasion de regarder un peu quelques éléments sur ton profil, sur ta biographie et tout ça. Mais est-ce que c'est ça la prison, marraine? La marraine, c'est ça la prison? Partout tu es passé, et là où tu travailles aujourd'hui, le pays dans lequel tu travailles aujourd'hui, c'est ça la prison? Même lorsqu'on, comme je le disais en amont, même lorsqu'on est coupable des faits établis, là, les faits même ne sont même pas établis. Même lorsqu'on est coupable des faits établis, c'est ce qu'on subit dans les prisons, là, la marraine, s'il te plaît. Déjà, pour 600 places, il y a 4000 personnes. Il faut faire le ratio. S'il te plaît, tu peux reprendre, là? 600 places, oui. Il y a 4000 personnes. La prison était prévue pour 600 personnes. Okay, oui. Là, il y en a 4000. Est-ce que déjà, ne serait-ce qu'au niveau de l'occupation, est-ce que c'est une prison? Comment on les appelle? Les colons avaient prévu cette prison pour 600 personnes. Enfin, oui. Ça là, c'est même pas une prison construite par le Togo République. C'est quelque chose qui a été construit par les colons. Et quand les colons avaient construit, c'était prévu pour 600 personnes à la base. Maintenant, les colons sont partis. On a dit, oh, nous, on est indépendants. On a récupéré la prison. Actuellement, il y a 4000 personnes. Là, c'est qu'au niveau du taux d'occupation, c'est déjà pas une prison. C'est un goulag. Il y a des gens qui n'arrivent pas à dormir. Mais j'ai des photos horribles, j'ai des vidéos horribles de gens qui sont debout toute la nuit. Ils ne peuvent pas s'asseoir. Bon, il y a plusieurs catégories. Il y a des gens qui peuvent se coucher sur le côté comme ça. Tu peux pas te coucher sur le dos parce qu'il n'y a pas de place. Eux, c'est déjà les privilégiés. Après, il y a des gens qui sont assis, jambes
comme en position fœtale, ben assis quoi. On rapproche les genoux du corps comme ça là. C'est comme on est dans le ventre mais assis. Oui, c'est pas couché. Ça. Voilà. Et après il y a des gens qui sont debout, qui n'ont pas de place pour s'asseoir. Ils sont debout entre les gens qui sont assis. Assis à côté des gens qui sont couchés sur le côté. Est-ce que c'est une vie? Non, mais on n'est pas dans une prison, on est en enfer là. C'est un enfer. Et quel que soit, même si la personne a fait quelque chose de mauvais, personne ne mérite de vivre dans ces conditions-là. C'est de la torture permanente. En plus, c'est sale, ça pue. Et quand ils ferment, on ne peut même pas aller aux toilettes. Il y a des seaux au milieu comme ça là. C'est là-bas. Quand tu fais pipi, ça passe de main en main. Et des fois, les pipis se versent sur les gens. Ça déclenche la bagarre. Ils se bagarrent parce que le pipi de l'un tomber sur l'autre. Ils se bagarrent. Maintenant, et puis, les plus fragiles sont fracassés. Les plus fragiles sont tapés. C'est que, on ne dit pas taper. Je sais même plus quel mot utiliser pour ne pas avoir le blâme de TikTok. Oui. En tout cas, je vous laisse imaginer un peu ce qui se passe à l'intérieur de cette prison-là. Et l'arrêté de 1933 qui régit cette prison-là, ils ont prétendu qu'ils ont aboli l'arrêté là. Mais comme ils n'ont pas pris autre chose en place et lieu, donc c'est cet arrêté qui reste plus. C'est l'arrêté de 1933, prévoit que les prisonniers doivent avoir au moins 3 fois par semaine du poisson ou de la viande. Ça n'existe pas. Tout ce qui est prévu dans l'arrêté des colons, des colons, la République du Togo n'applique pas. C'est que les colons sont plus sympas avec les prisonniers. C'est ça. On comprend justement cette expression. C'est finalement même pire qu'au temps colonial, finalement. Les conditions de détention, c'est comme ça. Actuellement, il y a une épidémie de varicelle à la prison civile de Lomé. Les gens ne sont pas soignés. Quand les boutons apparaissent, on les prend, on les met dans une pièce à côté. Quand les boutons disparaissent, on les ramène. On les envoie pas au cabanon. Ils sont à l'intérieur de la prison. Le cabanon, c'est l'hôpital. C'est aussi à Chito-Coin où on envoie les malades. Et même revenons au cabanon. Attends, je finis avec la prison, je reviens au cabanon. Et donc, je finis avec l'épidémie de varicelle. Et quand on les met dans la salle, quand ça finit, on les ramène dans leurs cellules. On ne sait pas s'ils sont guéris ou pas. Mais alors qu'on connaît les conséquences néfastes sur les hommes, la fertilité des hommes par rapport à la varicelle. On nous a dit ça quand nos enfants sont nés ici. On a dit de faire attention, machin. Au Togo, on ne communique pas trop dessus, donc on n'est pas trop au courant. Mais, selon ce que... Mais vous êtes docteur, il faut nous dire. Selon ce qu'on m'a dit, quand les hommes ont la varicelle, ça peut avoir des répercussions sur la fertilité. C'est ce qu'on nous a dit. Mais alors que c'est des jeunes qui sont arrêtés plein là-bas, à la prison, il y a beaucoup plus de jeunes que d'anciens dedans. Donc on se pose des questions sur demain. Est-ce que ces enfants-là, quand ils sortiront de prison, est-ce qu'ils pourront fonder une famille? Voilà. Ça, c'est la prison. Je mets un point là, parce qu'il y a trop de choses à dire sur la prison. Maintenant, quand on va au cabanon, il y a 125 détenus malades au cabanon. 125, dont 7 femmes. Bon, maintenant, Grèce est partie, donc il reste 6 femmes. Il n'y a que 22 lits superposés. Les autres sont assis par terre. Ils sont malades. Ils sont assis par terre et ils montent sur les lits à tour de rôle pour avoir des sérums. Marraine, c'est que tu as dit combien? 22 lits ou 2 lits? 22 lits superposés. C'est ça, ok. Il y a 125 détenus malades. Oui, c'est ça, voilà. Pour 22 lits. 22 lits superposés. Du coup, les autres, il y a 83 personnes qui sont assises par terre et qui montent à tour de rôle sur le lit pour avoir des sérums. Et après, ils redescendent, ils s'asseyent par terre. Alors que la majeure partie de ces gens ont des infections aux pieds parce que c'est les gens qui sont debout dans l'échappement dont les pieds ont explosé, de ce qui fait que, ben voilà, ils sont malades.
Le cabanon est un mouroir. Actuellement, le cabanon est un mouroir. Le cabanon est pire que la prison civile de Lomé. Et pourtant, le cabanon, c'est un endroit où on doit aller guérir les prisonniers malades. Donc, je pense que je disais tout à l'heure à Chile, oui. Bon, non, les femmes sont un peu mieux loties que les hommes. Oui, mais bon. Il n'y a même pas à faire cette comparaison, mais on comprend tout à fait, justement. Oui, bon, oui, bon, ok. C'était juste un détail inutile, mais bon, bref, c'est ça. Et 80, moi-même, je suis fatiguée, mais parce qu'il y a trop de choses, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, rien ne va, parce que tous les jours, je ne reçois que des mauvaises nouvelles de la prison. Les gens meurent et ils s'arrangent avec la morgue pour mettre de faux, comment vous dites ça, de faux motifs de décès. Oui. De faux motifs, c'est ça qu'ils mettent tout le temps. Et ils s'en fichent au fait. Ils n'ont rien à cirer des prisonniers. Et ça, je parle des prisonniers de manière générale. Hein. Avant de venir, même si c'est un prisonnier politique, ils n'ont rien à cirer des prisonniers de manière générale. Ils s'en fichent royalement. Royalement. Dans cette même prison-là, les petits garçons qui ne peuvent pas se payer, parce que j'ai fait plusieurs lives sur la prison civile de Lomé, pour un détenu lambda qui n'a pas de sous, il lui faut 65 000 francs par mois. Parce que il paie jusqu'à les toilettes où il faut aller faire, est-ce que je peux te donner ce mot-là? Aller faire ses besoins, il faut payer. Il faut tout payer. Et quand je paye 65 000 francs là, il n'y a pas la place du couchage dedans. Hein. Parce que quand ils donnent à Imolou, qui est la nourriture, hop, ça à Imolou là, il n'y a que quelques grains de aïe dedans, avec beaucoup de kanwa là. Quand ils donnent ça là, mais ils ne donnent pas la sauce. Donc les détenus sont obligés d'acheter l'huile. Et l'huile, c'est 100 francs. Maintenant, il y a des détenus en prison qui font un gbagba. Donc, une cuillère, c'est 100 francs aussi. Donc, tout est payant. C'est le Far West dans la prison civile de Lomé. Même jusque dans la prison civile, on escroque, on spolie encore les détenus, quoi. Oui. Il y a une vraie mafia à l'intérieur de la prison civile de Lomé. Je l'ai dénoncé plusieurs fois. Il y a une vraie mafia. Et l'argent est partagé avec les pénitentiaires. Ok, je comprends maintenant, oui. Ben oui, et puis c'est les grands bandits qui sont les patrons à l'intérieur de la prison. Voilà. Et c'est eux qui... Ça me fera plaisir de discuter de ce sujet-là avec toi en off plus tard, parce que depuis le temps d'Amoron, je me suis approprié cette question, notamment l'aspect même pharmaceutique, l'aspect médical, les types de produits qu'on leur injecte est un sujet sur lequel je réfléchis, je travaille depuis quelques temps. Et au fait, on ne leur injecte aucun produit. Ils font l'ordonnance et il appartient aux détenus d'acheter les médicaments. C'est pour ça chaque fois je viens crier sur les réseaux, donnez-moi l'argent, telle personne est en train de mourir, donnez-moi les soins. Mais c'est comme ça. Et ils demandent des analyses, on paie les analyses, nous n'avons jamais les résultats des analyses. Ils cachent les résultats. Ils nous disent, ils vont faire analyse. On dit, ok, je coupe, pardon, donnez-moi l'argent, on doit faire analyse. Mais on n'a jamais les résultats des analyses. Et après, là, les maladies ne font que s'aggraver. Et après, pam, la personne meurt. Que Dieu préserve. Là, c'est dit que il y a trop de choses à dire sur la prison civile de Lomé. Il y a trop, il y a rien de bon. On trouvera encore d'autres canons, justement, mais pour maintenant, pour revenir à Grace, j'ai une question à poser, docteur Cyril. Tu es psychiatre? Moi, au fait, moi, je suis pas psychiatre. Moi, j'ai eu une formation, beaucoup de formations transversales, mais je suis pas psychiatre. Je suis psychologue, au fait. Vas-y, oui. Ok. Ben, tu connais la psychologie? Bien sûr, il y a d'autres casquettes que je porte, mais que je ne dévoile pas. Mais vas-y. Non, ma question, c'est quand on reçoit une patiente dans son bureau, le médecin a le droit de somnoler. Quand la patiente est en face. Ça, je pense qu'on l'a même, c'est pas uniquement quand même en prison, dans les prisons du Togo, on l'a même aussi dans les institutions hospitalières au Togo. Même le système sanitaire au Togo, c'est un autre problème, carrément une autre
manche, paire de manches qu'il faut prendre vraiment le soin de bien décortiquer. Et moi, je vais inviter et les avocats, certains avocats, comme par exemple toi, certains juristes qui sont vraiment sensibles à cette question, sensibilisés sur cette question, même des médecins, des psychiatres, moi, des psychologues et d'autres intervenants justement pour ouvrir ce dossier-là. Parce que c'est un domaine qu'on néglige, qu'on dissimule, dont on ne parle pas vraiment. Notre grand frère Ferdinand était souvent à bord de cette question, mais sous un angle, mais dont les Togolais ne parlent pas. Notre système, quelque part, s'est retourné même contre nous depuis bien longtemps, mais c'est un autre sujet. Mais tu sais pourquoi je pose la question? Oui. On a crié, on a dit non, Grace a besoin de soutien, psychologie, psychiatrique, il faut qu'elle soit suivie, voilà. Donc, elle s'est dit, ok, je vais aller voir le psychiatre. Le psychiatre qu'elle voulait voir, on lui a pas permis de voir ce psychiatre-là. Et on l'a envoyé vers le psychiatre qui travaille au CHU Tokwe. Quand elle est arrivée, le gars, Grace parle, le gars somnole. Le gars somnole face à quelqu'un qui est en train de parler ce que je vous ai, ce qu'on sait sur, elle est en train de parler et le gars somnole. Quand il finit de somnoler, le téléphone, c'est même le téléphone qui le réveille. Il prend le téléphone et il parle au téléphone. Et quand il parle au téléphone, après, il fait la main comme ça à son infirmier de faire partie Grace, comme ça. Comme ça. C'est comme ça qu'on traite quelqu'un qui est dans la souffrance et qui vient parler au... Mais ça, c'est quoi ça? C'est la Barreine, on pourra peut-être revenir sur ça, sur une autre question, ou peut-être dans un autre... mais c'est terrible. Et ça, nous sensibilisons les Togolais à prendre conscience même de leur système. J'avais même suggéré au moment de l'arrestation d'Amron, quand il a été, on lui a administré des produits qu'on ne connaît pas jusqu'à aujourd'hui. Mais moi, je suis capable quand même d'aller chercher les principes neuropharmacologiques actifs justement qui sont souvent injectés à ces prisons, disons à ces personnes-là. Mais c'est un autre sujet. J'avais proposé quelque chose. Togolais, payez des seringues, allez dans les hôpitaux et quand vous vous faites consulter, offrez les seringues à l'époque à vos médecins, à vos infirmiers de la part d'Amron pour dire au fait, pour montrer ils vont vendre. Ils vont vendre, ils n'ont rien à cirer, ils vont vendre. Bon, Marthe, je vais revenir à toi, chère Marthe. J'ai pris le soin, pour que les Togolais comprennent, j'ai pris le soin de lire les 2 lettres au début de notre live. Précisément, dans la 2e lettre, Grace Bikoni écrit quelque chose que je voudrais rappeler. Peuple togolais, lève-toi. Ce combat n'est pas celui d'une femme ou d'un homme seul, ni même celui d'un parti politique. C'est pas vraiment cette partie-là. La partie qui m'intéresse et sur laquelle je vais te lancer pour la question qui vient, c'est le combat. C'est celui de la dignité humaine. La dignité humaine, Marthe. Qu'est-ce que Grace veut dire exactement par combat de dignité humaine? Dignité humaine. Grace dit tout simplement quelque chose que la Déclaration universelle des droits de l'homme, que tous les pays du monde ont ratifié, reconnaissent à l'individu. La dignité, celui d'avoir des conditions décentes de vie, c'est-à-dire de vivre, d'avoir le minimum pour vivre, d'avoir le minimum en termes d'espace. Petite parenthèse, Marraine, le Haut Commissariat des droits de l'homme a recommandé depuis 2005 ou depuis 2006, qu'on détruise la prison civile de Lomé. Ah. Oui, il y a des... Ils ont recommandé... Ça, oui. Si, que la prison civile de Lomé est un
est un centre de torture à ciel ouvert, insalubre et plus destiné aux humains. Et donc, il faut casser. On ne répond à aucun critère de lieu privatif de liberté. Exactement. Il n'y a aucun critère. Voilà, oui. Ils ont dit de casser, bien sûr. Ils ont dit de casser et de détruire cette prison qui déshumanise les Togolais. Parce que oui, utilisons le terme, cette prison déshumanise les Togolais, leur enlève jusqu'à la dernière goutte de dignité humaine qui leur reste. Et quand Grace parle de dignité, je le dis encore, oui, au Togo, la dignité humaine n'existe pas. C'est-à-dire que le pouvoir en place ne considère pas la dignité humaine, ne considère pas l'individu, ne considère pas la personne en tant qu'être humain. On ne nous considère pas comme des gens dotés de qui devons avoir le minimum. Sinon, la dernière fois, je regardais une vidéo où un Français se plaignait des prisons de la France. Je lui ai mis une photo des prisonniers du Togo. Et il m'a écrit en inbox, « Madame, vous dites que ça, c'est des humains ?» Je dis oui, parce que je lui ai mis une photo où les gens sont couchés, les autres ont la tête là-bas, l'autre ont la tête, d'autres ont la tête par ici, pour plus de 20 personnes sur la largeur de la prison. Il était choqué. Il m'a dit, quoi? Je dis oui, que ça, c'est une prison. Ça dit que la dignité humaine... Marc, si tu permets 30 secondes. Tu sais, quand j'étais arrivé dans les tout premiers mois en France pour mes études doctorales, disons, dans les semaines qui ont suivi, il y a un membre de ma famille qui a été arrêté et qui a été déposé dans la prison civile de Lomé. Quand on m'a envoyé les photos, c'est ma mère qui m'a envoyé les photos, j'ai eu le choc dont tu parles. Et j'ai crié, j'ai appelé ma mère, je dis, ne m'envoie plus jamais jusqu'à la fin de mes études ici en France de telles photos, parce que ce que je viens de voir là, si tu m'en envoies encore d'autres, je pense que je vais craquer parce que c'est quelqu'un avec qui je partage le même sang. Si on m'en envoie d'autres, je pense que je pouvais craquer au fait. Et là, moi, je venais d'arriver, j'avais juste besoin du calme pour me concentrer sur mes études. Donc, le choc dont tu parles, je pense que c'est fondé. Oui, Marthe Faré. Oui, et en fait, la déshumanisation au niveau des prisons du Togo, ce n'est pas le fait que d'aller te mettre dans un contexte insalubre. C'est de te travailler psychologiquement, de te torturer. J'espère que TikTok ne va... de t'enlever la toute petite dignité qui reste. Même pour aller visiter des gens, c'est-à-dire que même pour recevoir des parents en visite, on t'enlève ce qui fait de toi l'humain. On te retire ta dignité minimum. Les gens de dehors ne peuvent pas t'amener à manger parce qu'on trouve que tu es privilégié quand les gens de dehors t'amènent à manger, t'amènent de l'eau, t'amènent du savon, etc. C'est-à-dire, c'est ça, de ça que Grace parle. La déshumanisation complète. L'humain n'existe plus. C'est-à-dire que en face des ambitions de maintien de pouvoir, l'humain n'existe plus. L'humain n'a plus de valeur. Les gens peuvent tomber malades. Des gens peuvent être en train de mourir. Des femmes. Moi-même, je vais, en tant que spécialiste genre, je m'interroge sur même la gestion menstruelle de ces femmes-là. Dans cette condition-là. Comment elles gèrent l'hygiène menstruelle? Il n'y en a pas. L'hygiène gynécologique. Comment ça se gère? Bref, parce que après, je vais vous expliquer, il n'y en a pas. Si, comment se gère l'hygiène menstruelle? Est-ce que ces femmes ont accès à des produits sanitaires menstruels? Est-ce que ces femmes ont accès à des gynécologues pour pouvoir contrôler leur système gynécologique?
et leur système de reproduction dans ces conditions. C'est ça, déshumaniser les gens. C'est ça, faire des gens moins que des animaux. Même l'animal dans la rue, il peut se promener et encore plus de liberté que les gens qu'on déshumanise dans les prisons de Lomé. Ce n'est pas possible. C'est cette déshumanisation. J'ai lu en commentaire Seignato dire non, n'acceptons pas la destruction de cette prison, c'est effacer la trace. Laisse cet individu là, en fait, parce que cet individu envoie un message très subtil. Je suis en train de le voir depuis longtemps. Il fait comme si il est avec nous, mais il insinue un message très. Pardon, c'est mon ami. Il est avec nous. C'est mon ami. Mais il est, en fait, désolé, mais à la mémoire de Sylvanus. Vraiment la formulation de certaines choses, s'il vous plaît. Sauf que la prison, ce n'est pas, la mémoire de Sylvanus ne peut pas être construite pas dans des endroits où on déshumanise. Moi, j'ai même pas été d'accord qu'on donne Sylvanus Olympio à CHU Tocoin parce que c'est un mouroir. Parce que les gens n'ont pas accès à des soins. Parce que au CHU Tocoin, moi, jusqu'aujourd'hui, j'appelle ça toujours CHU Tocoin parce que je refuse d'appeler ça CHU Sylvanus Olympio. Je suis totalement d'accord. Parce que ce n'est pas, on n'a qu'à dire pourquoi on n'a pas dit CHU et Nyasigbe et Yadema. Je suis même sûr, Marc, si on change le nom de cet hôpital là aujourd'hui et qu'on lui donne le nom de celui qu'on appelle le père de la nation, mais qui ne l'est pas, si on lui donne ce nom là, je suis sûr que demain ils vont changer ça. Ils vont changer les. Exactement. Oui. Et donc moi je refuse que on veuille faire de manière symbolique, faire des symboles avec des endroits qui déshumanisent l'humain. Sylvanus Olympio a été déshumanisé, il est mort comme un mouton dans une cour de maison. Donc nous allons continuer par perpétuer cette mémoire dans cette déshumanisation. La prison civile de Lomé doit être cassée. Je le dis, si elle n'est pas cassée, si nous les faisons partir par la rue, nous allons eux-mêmes les mettre là-bas. Merci beaucoup. Ouais. Merci Marthe. Oui, la marraine, tu voulais ajouter quelque chose avant que je ne m'intéresse à Yélé pour une... Je voulais, justement, quand Marthe parlait des cycles et des protections, vous savez, quand on a arrêté Grace, quand elle est passée devant le procureur, elle avait du sang. Je peux pas appeler un autre mot, je sais pas quoi dire d'autre. Voilà. Ça coulait. Ah oui, c'est ça même d'ailleurs qu'elle traduit bien dans la lettre, au fait, là. Elle a demandé à ce qu'on lui donne une protection. Le procureur a refusé. On l'a trimballé comme ça, avec le liquide là. Avec un donc ça veut dire qu'elle était en règle. Il y a un problème, oui. Comme TikTok nous embête, dès que j'ouvre la bouche, ils mettent sanction là. Ça m'embête, mais je sais même plus quel mot utiliser pour parler même. C'est ça mon problème. Mais quoi? Donc, c'est que ça roulait et on l'a trimballé comme ça devant le procureur, devant le juge d'instruction et on l'a jeté en prison comme ça. Mais c'est incroyable. Au fait, c'est d'une humiliation, c'est d'une déshumanisation, c'est tout. C'est à quel moment vous allez voir une femme vous la voyez dans cet état-là et vous la trimballez d'un endroit à un autre sans lui donner, c'est qu'il n'y a pas, même prendre même papier hygiénique même pour lui donner, pour dire voilà, au moins protège-toi quoi. S'il n'y a aucune femme dans les alentours, au moins ils ont des toilettes dans leur cabinet. Prenez du papier, ils pouvaient au moins prendre du papier hygiénique pour lui donner, pour dire voilà. Mais en prison, elles n'ont pas de protection, hein. Elles n'ont pas régulièrement, quand ils ont leur protection, ils sont obligés de s'asseoir comme ça parce que il n'y a pas de protection. La marraine, si tu permets, avant de te donner la parole, de compléter et que Marthe veut prendre aussi la parole, pour que les gens comprennent, parce que nous voulons tout le temps revenir à la lettre. Donc, ce que tu viens de dire là, la marraine, on le voit transparaître dans la lettre. Elle dit, quant à vous, procureur de la République, Talaka Mawama, souvenez-vous, on ne frappe pas une femme déjà à terre.
On ne piétine plus celle qui saigne, car son liquide là, le CANG là, devient semence. Et toute semence finit par lever. Vous pouvez enfermer un corps, mais jamais une conviction. Vous pouvez briser la chair, mais non l'esprit. Et lorsque la justice devient arme du pouvoir, le peuple devient juge du destin. Donc, on voit ce qu'elle a vécu, dont tu parles là. On voit les traces justement de ça dans la lettre, dans la deuxième lettre que Grace adresse au peuple togolais. J'aurai l'occasion tout à l'heure de dire que les lettres, là, c'est pas pour les membres de sa famille. Et en plus, au mois de juin, quand elle est passée devant le procureur, là, le procureur lui a dit, tu voulais faire tentative de coup d'État, tu n'as pas réussi, on va t'écraser. Depuis le mois de juin. Depuis le mois de juin, le procureur lui avait dit ça, on va t'écraser. Et on a laissé ça. C'est arrestation, ça. Oui. Oui. Et après ça, on passait à la menacer, à lui envoyer des messages. Déjà, on lui avait de pas parler de son premier V, là. On lui a dit, il faut pas en parler. Mais elle en a parlé. Même qu'elle était là-bas, même, elle en avait parlé. À l'infirmier, au médecin qu'il avait vu avant qu'elle ne passe devant le procureur, elle en avait parlé. Ils n'ont pas réagi. Elle en avait parlé même au cassite aussi pour lui dire, voilà ce qui m'est arrivé. Et après, elle a fait une vidéo où elle en a parlé. Et elle disait qu'elle ne sait pas, comme ils ont filmé, elle ne sait pas à quelle fin cela va être utilisé contre elle. Ah, mais on a filmé même ce que la scène, c'est ça? Oui, oui, le premier. Oui, oui. Elle a dit, on a filmé. Oh, pardon, arrête. On l'a filmé. Oui. On l'a filmé. Ben, je vais encore me muter parce que elle est encore revenue. Elle a. Si tu permets, donc Marthe prend le relais et puis tu reviens après la marraine. Oui, c'est notre fille, marraine. On comprend tes engagements de mère. T'inquiète pas. Moi, j'aurais voulu actuellement avoir mes enfants à côté de moi qui sont en train de me déranger, mais hélas, je suis très loin de par la méchanceté humaine, la méchanceté de Talaka Mawama et de ses alliés. Bref, vous voyez, aujourd'hui, en tant que femme, en fait, j'interviens dans ce live, hein, pas seulement en tant que personne qui est intéressée par la situation du Togo ou qui pense que ça doit changer. J'interviens dans ce live parce que je suis spécialiste genre et développement. On sait que il y a des programmes qui financent même les femmes en prison pour s'assurer que de manière humaine, certaines choses puissent se faire. Avoir accès à des protèges en cas de règles. Des TikTok, pardonne-nous. Avoir accès à des protèges slip. Avoir accès à des éléments qui leur permettent de se maintenir. Mais je te jure, wallah, si tu vas fouiller là, les femmes là n'ont même pas papier hygiénique là-bas. C'est dire quoi? En fait, tout ça rentre dans le rituel de la déshumanisation. Oui, j'apprécie. Tout ça rentre dans le rituel. Dans le rituel de la déshumanisation. De l'humiliation. Exactement. Tout ça rentre dans le rituel d'enlever à l'humain tout ce qui caractérise cet humain-là. Dans la prison civile de Lomé, aujourd'hui, comment est-ce que des femmes peuvent y vivre et ne même pas avoir accès à des protections basiques? Jusqu'à 3 procureurs de la République qui est garant normalement de la dignité humaine, on amène une femme qui saigne devant toi et que tu n'as même pas permis qu'elle c'est-à-dire que pour son humanité, qu'elle protège sa dignité de femme, qu'on puisse lui donner de quoi se mettre au propre. C'est de la méchanceté. C'est de la méchanceté. C'est de la azé, yo-yo-néon. C'est de la méchanceté. Et si vous pensez que c'est grâce seulement, je le dis et je le répète,
Vous avez des femmes dans vos familles. Ne pensez pas qu'elles ne sont pas intouchables. Que la manière dont on arrive à toucher aux autres, là, c'est de la même manière qu'on va toucher les vôtres. Parce que tant que ce n'est pas... Tant que ce n'est pas des membres de leur famille, ils sont prêts à marcher dessus pour garder le pouvoir. Et vous n'êtes rien. Attendez, vous n'êtes absolument rien. Vous ne représentez absolument rien pour ces gens-là. Chers Togolais, vous ne représentez rien pour eux. Absolument rien. Et mesdames, et là je vais m'adresser aux Togolaises. Mesdames, vous savez, à chaque fois qu'une femme dans la vie est touchée, c'est toute une lignée qui est touchée. Ça veut dire que c'est des générations qui sont touchées. Oui, ça c'est clair. Le docteur va me démentir si je mens, mais on transmet des traumatismes de génération en génération. On aura l'occasion Les traumatismes se transmettent ça. De génération en génération via la reproduction. Les traumatismes que porte Grâce, elle va les transmettre à son enfant, qui va les transmettre à d'autres enfants. Même la dignité humaine. Marthe, c'est que c'est même pas un traumatisme au niveau individuel, c'est même aussi au niveau collectif. Donc, comme tu le disais tout à l'heure, mais toutes les femmes sont concernées. C'est-à-dire que lorsque l'injustice touche à une femme dans une nation, à un individu dans une nation, c'est pas l'individu en tant que maillon qu'il faut prendre isolément, séparément, mais c'est tout l'ensemble, c'est tout le système, c'est-à-dire la nation elle-même qui est touchée dans ce que la nation a de fondamentalement sacré. Le lien social qui est abîmé. Donc, si on ne le comprend pas au Togo, mais je me demande, mais finalement, c'est que, mais qu'est-ce qui nous unit en définitive? Qu'est-ce qui nous unit? Si les femmes, d'autres femmes togolaises, d'autres hommes, toute la nation n'est pas touchée dans son âme, quand on entend ça, qu'est-ce qui nous unit finalement? Est-ce qu'on est une nation? Parce qu'on peut être un pays, mais sans être une nation, je le souligne. Ça, les sociologues, c'est que mais sont bien placés pour vraiment bien éclairer ça, même les gens qui ont fait le droit. Mais qu'est-ce qui nous unit finalement comme nation? Marthe, si tu permets, je vais... On a essayé, juste pour compléter, et je donne la parole à Ayele. Mais tu sais pas, Ayele me perturbe, elle est très belle. J'espère que tu es célibataire, j'ai des frères. Donc... Non mais en fait c'est juste que effectivement il faut une thérapie collective pour ce pays et la thérapie nous ne devons pas attendre qu'on vienne nous la donner. La thérapie c'est commencer par prendre conscience qu'on nous déshumanise, c'est-à-dire hein, la thérapie c'est pouvoir dire à ton cousin, à ta sœur, à ton frère que et du yamekemi léa o somiso lan on les plomis si be lan nene on les plomis si be et nous nene et nous nene c'est de pouvoir en parler collectivement mi man wa hode me mi la benade a nya nya wa mu kamu ke yo le poa me ke a mauvais o marche o le gban mo ba ho o le flak pa o le doigt mo ba ho me a mi a me do mi mu marche o flak pa o do mi ba ho me alo. Ça veut dire que vous êtes concernés. La thérapie collective, c'est de pouvoir dire à mon voisin... Des prises de conscience, c'est ça? Oui, c'est de pouvoir dire à mon voisin, ce n'est pas normal. La thérapie collective, c'est de pouvoir dire à mon cousin, nous ne devons plus continuer d'accepter. Les jeunes qui ont refusé en Tanzanie, à Madagascar, au Népal et autres, ce sont aussi des humains qui ont juste refusé l'injustice. Ce sont aussi des humains qui ont juste refusé l'injustice. Et la thérapie collective, commencez par accepter, reconnaître. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas applaudir nos bourreaux. Nous ne pouvons pas être en train d'idolâtrer nos bourreaux. Nous ne devons pas avoir le syndrome de Stockholm. Nous ne devons pas. Après nous mettre à genoux, c'est que mais pour faire des vidéos, pour dire... Exactement. Papa, c'est que mis des coucous là, c'est ça? Mais nous ne pouvons pas. Ça, c'est le syndrome de Stockholm. Justement. Nous sommes en train de glorifier comment l'appelle-t-on, de glorifier nos bourreaux. Vous ne devez pas glorifier vos bourreaux. Nous ne pouvons pas continuer de glorifier nos bourreaux.
Et notre thérapie commence le jour où, en tant qu'individu, nous acceptons que trop, c'est trop et que nous ne sommes pas du bétail, que nous sommes des humains avec des droits et avec de la dignité. Voilà. Marthe, nous avons des droits et nous avons de la dignité, quelque chose de sacré, fondamentalement sacré en nous. Mais face à ça, comme on le disait tout à l'heure, silence, indifférence. Ayele. Mais Grâce nous dit que la lettre qu'elle écrit, c'est pas simplement pour les membres de sa famille. C'est pas, je sais même pas de quelle région elle est, mais j'ai appris quand même que, bon bref, c'est pas ça le plus important. Mais c'est pas les gens de sa communauté, là, parce que on est passé par là depuis longtemps, là. Les lettres, le message qu'elle adresse, j'aurai le temps de le dire dans mon enseignement. Comment des femmes en prison, et je vais montrer même la particularité du cas de Grace. Les femmes en prison ont envoyé, par exemple, Winnie Mandela, a envoyé des lettres pour nourrir la résistance sud-africaine durant l'apartheid. Là, c'est pas une lettre écrite pour 2 personnes, 3 personnes, c'est pour l'ensemble du peuple togolais. C'est pour ça que c'est quand même un peu regrettable qu'on soit dans un live, on nous demande de partager pour que des gens puissent se saisir de tels messages. Des fois, bon, j'encourage, je félicite quand même ceux et celles qui le font. Je sais quand même qu'il y a beaucoup de gens qui sont derrière le rideau. Et donc, Ayele, donc dans les lettres, Grace dit, elle parle des mères commerçantes. Elle parle des jeunes entrepreneurs. Elle parle des professionnels de la santé. Elle parle de tout le monde, de toutes les couches socio-professionnelles du Togo. Mais Grâce, elle autre dit finalement qu'elle ne peut plus se taire. Et même quand elle était dehors, là, elle ne se taisait pas. Maintenant qu'elle est en prison, elle ne se tait pas non plus. Mais le peuple pour lequel elle se bat, je dis semble se taire. Semble s'enfermer dans le silence et l'indifférence. Mais Madame Nyakade aussi nous avait rappelé ça. Que le silence, là, dans ce contexte, c'est une faute morale. C'est le silence dans l'inaction ici, c'est une complicité. Quel message, Ayele, qu'est-ce que tu peux, là, en vue du 8 décembre qui vient là, quel message as-tu, Ayele, pour nos concitoyens togolais? D'arrêter les questions de live où on se met à genoux là, pour revendiquer notre dignité, pour revendiquer nos droits bafoués. Quel message, Ayele, as-tu pour eux? D'abord, je vais dire que le message que Grâce a passé ou fait passer est un message fort. Elle intègre l'individualisme, ce qui est un grand problème dans notre pays. On a un grand problème d'individualisme. Chacun pour soi, et ton diavico. Ou bien, comment est-ce qu'on dit ça? Ça va mal, mais bon. Parce que même quand tu regardes les faits de ces derniers mois, le fait qu'on soit en train de frapper une personne, mais les gens sont derrière en train de filmer, et ils se disent que c'est tout ce que je peux faire, mais moi je me protège. Ils appellent les enfants à rentrer à la maison. Chacun, on a vraiment un esprit d'individualisme à casser. Et à travers son message, j'espère que le peuple togolais pourra lire et savoir que malgré qu'elle n'avait pas besoin de sortir, elle se débrouillait, elle avait les moyens de pouvoir s'en sortir. Elle a vu que tant que la communauté dans laquelle elle vit, tant que le pays dans lequel elle vit, ça ne va pas, c'est que chez elle individuellement, ça n'ira pas. Oui. Tant qu'elle essaie de donner vie à des femmes qui n'arrivent pas à être nourries proprement, ils auront des enfants qui seront peut-être malades et tout, ou bien ils n'arriveront pas à donner terme, elle n'arrivera pas à faire le travail qu'elle a voulu faire. Donc, c'est tout un cycle. Genre, on est tous enchaînés, sans le savoir. Un pays, c'est pas seulement tu es d'ici ou bien tu es de là où chacun, on est, comment est-ce qu'on dit, intrinsèquement liés, c'est ça on dit. Parce que marché, si elles n'arrivent pas à trouver les produits sur un certain prix où elles sont forcées de payer les impôts à un prix, nous qui achetons chez elles devront payer plus parce qu'elles aussi doivent se faire des économies. Donc on parle de marché et toi, une femme qui va pas au marché, tu te dis, je suis dans un bureau, tu te dis, ça ne te regarde pas, mais ça ne fait aucun sens parce que ton salaire reviendra chez ces femmes au marché. Donc si au lieu de vendre quelque chose à 200, elles le vendent à 100, ça te reviendra. Donc l'esprit d'individualisme doit être
mises à côté et savoir que le bien de tous nous permet à nous, à tout un chacun, d'être en bon état, sur tous les côtés. Que les routes soient bonnes, que ce soit l'éducation, que ce soit les écoles, tout est tellement lié que il va falloir que, en tant que Togolais, on prenne un recul et qu'on puisse réaliser ça. Et en plus de ça, se dire et sortir de cette idée, désolé de le dire, d'esclavagisme de soi-même. Se sentir petit, se dire, ah, ou bien, qu'est-ce que moi je peux faire plus que quelqu'un? Toi, là où tu es une mère de famille. Toi, là où tu es, tu m'entends actuellement, tu es un père de famille. Tu as des enfants. Dans ta maison, tu es le chef, tu es le roi, tu es la reine. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce que toi, en tant qu'un père ou une mère de famille, une grande fille, peu importe, tu puisses te dévaloriser toi-même et penser que quelqu'un d'autre, un seul homme, ou bien des individus sont mieux ou bien plus forts que toi. S'il y a quelque chose qui ne va pas, tu dois avoir le pouvoir de dire que ça ne va pas. Même sachant, il y a d'autres qui disent, je sais que ça ne va pas, mais je ne peux pas parler, ou bien je ne veux pas cotiser parce que je ne veux pas que mon nom se montre. Mais je trouve que déjà, ça, si tu as ça, c'est que tu dois t'asseoir et te revoir. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ne peux pas m'exprimer au fait? Pourquoi je ne peux pas dire que ça ne va pas? Il y a quelque chose qui ne va pas, je dois m'asseoir et régler. Parce que dans ma maison, si ça ne va pas, je peux dire à mes enfants, ça ne va pas. Si ça ne va pas, je peux dire à ma femme ou bien mon mari, ça ne va pas. Mais maintenant, des gens que je paie, et je parle du gouvernement tout entier, on les paie, ils vivent par nous, ils vivent, ils prennent les prêts en nos noms, ils font tout en nos noms. Sans nous, ils n'existent pas. S'ils pouvaient exister sans nous, je vous promets qu'on n'existera pas. Ils vont nous exterminer, continuer à vivre sans nous. Ce qui veut dire qu'ils vivent par le lien du fait qu'on soit en vie. Nous sommes le peuple, nous sommes souverains. Mais maintenant, tu te dis, toi-même, assieds-toi et tu te parles. Ok, je suis là, je paie ces gens-ci. Ils prennent les dettes à mon nom. Ça veut dire, techniquement, c'est moi le pouvoir, c'est moi le boss. Mais pourquoi est-ce que moi, j'ai peur de pouvoir dire à quelqu'un qui travaille pour moi que ça ne va pas? Il va falloir que je dépasse ma peur personnelle et que je commence à réaliser que ceci m'affecte et que je puisse m'exprimer. Et qu'ils comprennent que le pouvoir de ces gens-ci vient et agit plus fort ou bien se fait sentir par notre silence. Si nous sommes 100 dans une chambre et seulement 3 personnes parlent, bien sûr, ces 3 personnes n'auront aucune force. Mais en s'unissant et en disant tous, on ne veut pas, même si 97 personnes parlent et 3 personnes ne parlent pas, on a le pouvoir. On a le pouvoir. Dans le monde. Et on a le droit sur notre propre terre de réclamer ce qu'on veut. Arrêtez de demander pardon. Arrêtez de vous esclavagiser. Arrêtez de vous faire plus petit que vous n'êtes. Parce que c'est tout au fait. C'est ça le pouvoir. Le fait qu'on se fait plus petit. On prend tes terrains et tu dis pardon. Terrain que toi-même tu as acheté. On te frappe, tu dis pardon. On frappe tes enfants et tu demandes aux gens de ne pas en parler. On attrape ton mari et on veut en parler. Tu dis non, moi je ne veux pas, on va aller faire une délégation, je ne veux pas en parler. Vraiment, c'est le fait de se faire tout petit. À ce point-ci, je pense, je vais partir bientôt, si ça ne vous dérange pas, j'ai un autre engagement, mais je vais terminer en disant, il y a une truc qui est clair. Ce régime, on sait qui ils sont. Pendant des années, nous avons montré qui ils sont. On sait exactement si on aura des répressions, je ne sais pas certains mots que je peux utiliser, on sera abattu, il y aura plein de trucs. On sait quelle est la manière dont ils nous gèrent. Maintenant, moi, je pense que le problème vient de nous. Je suis désolée, mais à un moment, si on a, comment est-ce qu'on dit, continuer à faire la même chose et espérer un différent résultat, c'est fou. Eux, ils font la même chose parce qu'ils continuent à gagner. Mais maintenant, quand tu t'assois, tu te dis, chaque fois tu parles, et c'est comme ça, mais tu veux pas parler. Genre, chaque fois, tu te tais et on continue à t'écraser. On a pris les têtes de plusieurs personnes, on a enfermé plusieurs personnes, mais le silence ne change rien. Ça aggrave la situation. Mais après 58 ans, pourquoi ne pas décider de tous parler? Qu'est-ce qu'il y aura de mal? Et il faut changer le cycle, il faut essayer quelque chose de nouveau. Pourquoi ne pas commencer à crier, vraiment devenir fou? Mais on fait la même chose depuis des années. Il y a des gens qui disent je me tais, comme si ça allait arranger une situation. Mais ça ne va rien arranger. Ça ne va rien arranger. Et Grace le dit, le silence ne nous sauvera plus. Jamais. Le silence ne nous sauvera plus. Ça ne nous a jamais sauvés, même
en disant plus même, c'est que elle a essayé d'être gentille, ça ne nous a jamais sauvés. La masse, genre, il faut s'exprimer, il faut changer, il faut voir qu'est-ce que je n'ai pas fait. Quand, même dans toute analyse, à l'école, on nous apprend ça. Tu as échoué, il y a quelque chose, tu regardes, je fais mieux. Mais on continue à faire la même chose devant un régime qui fait la même chose. Ils savent que tant qu'ils t'arrêtent, tu te tais, c'est fini. Tant qu'ils te menacent ou bien te donnent l'argent, tu te tais, c'est fini. Donc, eux, ils continuent à gagner. Mais à nous maintenant de réaliser, oh, mes frères ont fait ci, mes oncles ont fait ci, ça n'a pas donné. Bon, exprimons-nous tous, sortons tous, agissons tous. Arrêtons de demander pardon parce que les gens demandaient pardon avant, rien n'a changé. Les gens sont en prison depuis à demander pardon, rien n'a changé. Donc, pourquoi ne pas réclamer fortement, au moins même si ça ne change pas, tu sais que tu as eu ta dignité, ton honneur, tu t'es exprimé. En tant qu'homme de famille, femme de famille, digne personne que tu es, que tu n'es pas à t'humilier devant une tierce personne qui prend plaisir à voir ton humiliation en fait. Des fois, il y a des gens qui font des choses que j'ai mal, mais je ne veux pas te montrer que tu m'as eu. Je peux rester dans la chambre et, je sais pas, pleurer ou peu importe, mais quand je sors, je sais que tu veux me voir abattu ou bien, comment est-ce qu'on dit, je ne vais pas te donner ce plaisir. Mais pourquoi est-ce qu'on se permet de continuer à donner ce plaisir à ce gouvernement et espérer quelque chose de différent? La conclusion, ça revient au peuple. L'action que nous mènerons sera la détermination ou bien ce qui va déterminer notre libération. Ce peuple, ce gouvernement restera toujours un gouvernement, désolé de le dire, je ne suis pas désolé, mais je ne sais pas, sanguinaire. Ce sera toujours un régime répressif. Mais c'est maintenant au peuple d'essayer quelque chose de nouveau, d'essayer de s'unir, d'essayer de sortir de l'individualisme, d'essayer d'être patriotique et agir pour le bien de soi, le bien de son prochain, le bien de sa future génération. C'est ça. Seule ça est la solution. Et c'est ça, nous avons la chance c'est ça, nous avons la chance d'avoir le M66 qui porte ce message pour nous dire que désormais, on n'a plus besoin d'un quelconque leader. C'est le peuple qui doit prendre sa responsabilité entre ses mains et se libérer de ce régime-là. Mettez tous les qualificatifs que vous connaissez, même ne les mettez pas dans le papotage, s'il vous plaît. Et mettez tout simplement dans la section commentaire, le silence ne nous protège pas. Est-ce que, Ayele, tu avais un dernier mot à glisser avant de partir à ton engagement? Un dernier mot, s'il vous plaît, dénonce. Il faut qu'on fasse notre part. Grâce actuellement, elle a commencé une grève de faim. C'est une femme combattante. Malgré tout, elle n'abandonne pas. Ils ont essayé de la piétiner, ils ont essayé de la platir jusqu'au plus dernier degré. Mais elle a compris qu'elle ne va pas leur donner ce plaisir. Tout ce qu'elle nous demande, c'est qu'on puisse en parler. Elle a aussi des pétitions qui seront signés, qui pourront porter un peu plus loin sa voix. Donc, c'est notre rôle de faire passer ces pétitions, de les signer, de s'assurer que ça passe et que ça soit signé. Parce que, à travers elles, nous pouvons nous exprimer, nous les femmes, nous, nos hommes, tant que nous sommes abattus, vous aussi vous le ressentez. Donc là, cette lutte, elle est à nous tous. Soyons comme elle. Malgré qu'elle est bas là-bas, elle continue à penser au peuple, elle continue à agir. Soutenons-la, soyons derrière toutes les grâces, soyons derrière toutes les femmes, tous les hommes, tous les détenus politiques, tous ceux qui ont été pris avant, tous ceux qui ne sont plus là. Battons-nous pour un Togo nouveau. Ensemble, nous pourrons le faire, comme Grâce le dit toujours. Un Togo nouveau, pas sans nous. Le Togo de demain, exactement. Et chers merci amis, beaucoup. Merci beaucoup, chers amis. C'est que aidez-moi à remercier Ayele qui va partir. Vous l'avez vu là, c'est que je demanderai à la marraine souvent de te faire venir dans notre live sur des sujets vraiment qui... en tout cas, un grand merci à Ayele de t'être rendu disponible malgré tes multiples engagements. Je pense que les Togolais ont apprécié vraiment le message que tu as passé, tu leur as passé aux côtés donc de Marthe Faré et puis la marraine. Donc on se retrouve à une autre occasion, Ayele. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Merci. Oui, on continue donc avec maintenant le duo Marthe Faré et puis la marraine. Merci beaucoup Marthe d'être toujours avec nous jusqu'à présent. Marthe, je vais te poser peut-être la dernière ou l'avant-dernière question. Mais quelles sont les valeurs pour lesquelles finalement le peuple togolais doit se battre aujourd'hui pour libérer le Togo? Et puis j'enchaîne en même temps avec l'autre question que j'avais pour toi, c'est que c'est au Togo là, on n'a pas des organisations des droits
je ne veux pas vraiment que finalement le combat collectif repose uniquement sur le combat, sur quelques organisations de la société civile qui défendent les droits des hommes, les droits des femmes et tout ça, mais est-ce qu'on n'a pas des organisations des droits de la femme, des enfants et tout ça? Parce que jusqu'à présent, c'est possible que ces organisations soient intervenues, mais moi, j'ai pas encore entendu la voix de ces organisations-là. Qu'est-ce qui se passe, Marthe? En tout cas, merci. Merci pour la question. Est-ce qu'on n'a pas des organisations de droits des femmes? On a des organisations de droits des femmes qui interviennent, qui font même un travail formidable sur le terrain. Mais malheureusement, c'est le moment de leur rendre hommage et de les encourager, de les féliciter. Si, je rends hommage au WANEP, au GF2D, au WILDAF, où a longtemps travaillé Madame Adjamagbo, qui font un travail extraordinaire sur le terrain. Mais sauf que nous sommes dans un système où elles préfèrent rester dans le social, parce que dès que elles veulent aller sur certains terrains, elles sont embastillées tout de suite. On leur ferme des accès à des programmes, on leur ferme des accès à des trucs, et elles, c'est-à-dire qu'on les embrigade dans un territoire d'intervention qu'il faut qu'elles ne vont pas loin. Ces femmes-là font des actions au sein de la prison. Elles vont former des jeunes femmes à des activités, à l'hygiène menstruelle, etc., etc., mais où elles n'ont pas d'ouverture pour aller plus loin. Normalement, Madame Adjamagbo elle-même, c'est une dame que ce pouvoir a martyrisé. Elle est sous le coup de plusieurs contrôles judiciaires. Quand elle ne fait pas, quand elle n'a pas fait la prison, elle a tellement de choses sur elle. Et elle n'est pas seule. C'est-à-dire qu'il y a les organisations de droits des femmes. Ces organisations de droits des femmes travaillent. Surtout que sur le terrain, il y a des problèmes basiques. C'est-à-dire de survivance basique. Les femmes ont besoin d'assistance pour se construire. Des femmes ont besoin d'assistance pour survivre dans un système, dans une violence institutionnalisée, parce qu'elles subissent des violences familiales et le système même institutionnalise des violences, donc elles les subissent, etc. Il y a tellement à faire sur le terrain du genre que ces organisations ne peuvent pas être partout à la fois. Elles peuvent avoir des priorités, elles peuvent avoir des trucs, et moi-même pour avoir créer une organisation en matière d'assistance en matière de genre, etc. Ça dit sur le terrain, c'est à la guerre comme à la guerre, parce que l'État, les pseudos, nous sommes premiers en matière de reformation et trucs et tout, ne mettent pas la main à la pâte quand il s'agit des questions liées aux femmes. Quand il s'agit d'assister les femmes, ils ne mettent pas la main à la pâte. Et ces organisations de la société civile sont partagées. Il y a des urgences partout sur lesquelles elles travaillent. Il suffit de passer une seule journée au GF2D et tu comprends que ne serait-ce que les problèmes quotidiens des femmes prennent toutes, comment l'appelle-t-on, toutes les subventions qui leur sont mises à disposition. Est-ce que les organisations de la société civile ne parlent pas pour les cas politiques? On en parle, on fait des plaidoyers. Mais étant organisation de la société civile, dès que tu veux porter officiellement cette voix, tu es ciblé et tu es déclassé. Alors que sans faire la priorité des victimes, ça dit parfois on se dit, ok, on ferme les yeux sur un cas pour pouvoir sauver 5000, tu vois. Parce que si un cas va par exemple nous empêcher d'assister 5000, il vaut mieux parfois fermer les yeux. Je ne dis pas que c'est ce qu'elles font, mais je dis que ayant déjà travaillé sur le terrain, connaissant les contraintes de ce terrain-là, je sais que c'est des choix, en fait c'est des dilemmes auxquels elles font face quotidiennement. Et les organisations, l'autre chose c'est que les organisations de la société civile travaillent en maillage. Par exemple, elles peuvent directement, elles, ne pas se saisir d'un cas, mais par exemple, faire saisir le cas, par exemple, par le CACIT, la Ligue togolaise des droits de l'homme, d'autres organisations
parce que chacun a son domaine spécifique d'intervention. Et ce qui fait que ça donne l'impression qu'elles ne travaillent pas, mais ce n'est pas vrai. Pas du tout, ce n'est pas vrai. Elles font un travail extraordinaire sur le terrain, mais elles peuvent pas être au four et au moulin. Voilà ce que je veux dire sur ça. Et même moi, je vais même te donner un cas sur lequel nous, organisation de la société civile, avons travaillé. J'ai travaillé sur le cas, c'est-à-dire le nommer même me donne envie de vomir. Le guignol qui est sur les réseaux sociaux et qui est le proxénète par excellence des gens du pouvoir et qui fait son malais là. Si vous connaissez son nom, mettez son nom en commentaire. Moi, j'ai pas envie de prononcer son nom. C'est le guignol par excellence là qui fait qui fait live matin, midi, soir là et qui dénigre les femmes, qui insulte les femmes matin, midi, soir. C'est exactement ça. C'est ça. En bas là-bas, moi, son nom me donne me donne la nausée. Et ce cas-là, nous avons travaillé, la justice l'a protégé contre nous. La justice a protégé cette personne. La justice continue de le protéger. Et c'est là que tu comprends, en fait, que les femmes n'ont de valeur que quand elles sont dans leur secte privé à eux. Que les femmes n'ont de valeur que quand elles sont elles sont dans leur secte privé à eux. Ce monsieur, on a constitué un dossier complet avec tout. Ce qui permettrait qu'on mette ce prédateur sexuel hors d'état de nuire. Mais il est en liberté. Il est sur les réseaux sociaux. Il agresse, il insulte. Il fait tout ce qu'il fait. Mais à un moment donné, tu fais quoi? Quand en tant qu'organisation, tu es en train de travailler sur un cas et tu as en face, ceux qui sont là protègent les prédateurs sexuels parce que la personne est de leur clan, la personne leur place des mineurs à eux-mêmes. Comment tu veux que ces gens-là livrent ces gens? Et donc, à un moment donné, on choisit de ne plus aller sur certains combats parce que ces combats-là nous perdent de l'énergie, nous perdent du temps, alors qu'on peut mettre cette énergie ailleurs, aller travailler sur d'autres cas quand tu sais que quand tu vas brasser de l'air. Comment on peut permettre qu'un prédateur sexuel, j'assume mon mot, qu'un prédateur sexuel comme ça se balade, se promène et agresse des femmes à tout bout de champ dans ses lives, méprise les femmes, etc. et qu'on continue de le laisser faire. En fait, c'est dire que on est dans une société malade de ses dirigeants. On est dans une société malade de ses dirigeants. De ça, c'est pour nous adresser tes derniers mots aussi en même temps, Marthe. Bah oui. On est dans une société malade de ces dirigeants qui continuent de protéger les petits ripoux qui sont dans leur rang. Et je n'arrêterai jamais d'en parler, même si je ne vais pas retravailler sur ces cas-là. Chers amis togolais, moi je vais conclure en disant ceci. Vous savez, le Togo est notre propriété à nous tous. Le Togo n'est pas la propriété d'un clan et de ses comment je dis ça, et de ces Agbasivi comme je les appelle. Le Togo, c'est notre propriété. Le Togo, c'est notre sang. Nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents ont versé le sang pour le Togo. Et à ce titre, le Togo est à nous tous. Le Togo n'appartient et personne ne se lèvera. Ce n'est pas les gens de l'AES ni les gens du Burkina ou de la Côte d'Ivoire qui viendront lutter pour nous. C'est à nous, Togolais, de nous lever, de taper la poitrine et de dire ce pays est à nous, nous le défendrons à corps et à cri. Et on le dit, Grace l'a dit, le silence ne nous a jamais protégés, ne nous protégera pas aujourd'hui et ne nous protégera pas demain. Et c'est pour ça que notre hymne national dit Togolais viens, bâtissons la cité. Mettez la main à la pâte. Dégagez les despotes pour l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. J'en ai fini. Merci beaucoup, chère sœur Marthe Faré. Merci beaucoup. Tous les Togolais, envoyez les cœurs, envoyez des si, envoyez en tout cas tout ce que vous savez faire là pour remercier. Ça, ce sont des petits gestes au fait que nous pouvons faire. Continuons toujours à soutenir notre live et remercions justement donc les Amazones que nous avons eu ce soir, qui nous ont parlé. Vous savez, dans notre programme, on avait juste réservé 45 minutes environ, c'est que mais pour les 3 Amazones. Mais là, on est en train de faire 1 heure.
30 dépassé même déjà, en fait. Et là, encore, il y a beaucoup de choses à dire. La c'est que la marraine était encore restée avec nous jusqu'à la fin. Vous imaginez tout ce qu'on aura encore à dire d'autre. Un grand merci à la marraine. Donc, Marthe, tu te chargeras donc de transmettre ma reconnaissance, mon remerciement donc à la marraine. Elle est moi. Et je ne suis pas partie, hein. Je me suis juste, j'ai juste fermé ma caméra. Ah là, d'accord. Donc du coup, bon là, j'en ai fini avec Marthe. Donc du coup, je te lance justement parce que j'avais des questions pour toi, la marraine. La question justement que j'avais pour toi, tu as laissé donc du coup tes filles nous parler là. Donc, mais c'est mieux. Elles ont la fougue. Ah ben elles ont la fougue, elles sont tout le monde, les Togolais les connaissent déjà en fait, mais ils découvrent encore à quel point Amazon va très très bien avec elles. Là, vous avez pris à bras le corps la cause des détenus, comme je vous l'avais déjà dit, des détenus politiques togolais. Mais dans le pays, c'est un peu un autre versant de la question que j'ai tout à l'heure posée à Marthe. Est-ce que nous n'avons pas des femmes juristes sensibles au traitement particulièrement infligé aux femmes en détention? Je rappelle, par exemple, que lorsque Winnie Mandela, l'ex-femme de Mandela, était incarcérée, était en prison, elle a été défendue par un collectif de femmes juristes aussi courageuses et stratégiques à l'époque. Là, la marraine, tu as pris vraiment ce combat à bras le corps. Est-ce qu'il n'y a pas des collègues, d'autres femmes juristes brillantes comme toi qui se disent mais on peut pas quand même laisser ces choses-là se passer dans notre pays? La marraine, je voudrais ceux qui nous écoutent aimeraient avoir tes éléments de réponse par rapport à ça. Mais parmi les détenus politiques, il y a une juriste. Comment il s'appelle? Chimène Apévon. Chimène Apévon, c'est une juriste. Elle travaille dans un cabinet de notaire. Elle sortait du boulot quand elle a été arrêtée. Donc, c'est pas qu'on n'a pas de juristes. On a plein de juristes, mais il faut la volonté politique de laisser faire les juristes. Qu'est-ce que les juristes hommes font? Regardez tout ce qui est là à Djourouvi, les Agbenyegan, je sais pas, Kokoroko, Trimois, la liste est longue. C'est tous des juristes bien formés dans des universités occidentales mais qu'est-ce qu'ils font? Il n'y a pas de volonté politique de faire du côté du droit. Il n'y en a pas. Tant qu'il n'y a pas de volonté politique, rien ne peut se faire. C'est que tant que nous n'allons pas chasser ces gens-là, ça ne marchera pas. En Afrique du Sud, c'était l'apartheid, mais il y avait quand même l'espace pour que les juristes puissent s'exprimer. C'est pour ça qu'on pouvait s'exprimer. Au Togo, on ne laisse pas la place aux juristes de s'exprimer. Les juristes qui veulent s'exprimer, on les broie. Point. On les broie et on n'en parle plus. On avance. Du coup, ça ne peut pas marcher. Malgré toute la bonne volonté des juristes du Togo. Et regardez, quand on a arrêté les enfants là, ils ont été déférés. Mais il y a certains qui ont été libérés, d'autres qui sont restés en prison. Mais Maître Apévon et les autres, il y avait un collectif de 6 avocats par exemple, mais ils ont brillamment défendu le dossier. Ils ont fait comprendre au parquet qu'ils n'avaient aucun motif légal de poursuivre les gens. Quand on dit qu'une manifestation n'est pas autorisée, encore qu'au Togo, c'est le régime de la déclaration, quand vous arrivez, le seul truc, c'est de les éparpiller. C'est tout. Quand les policiers arrivent, vous arrivez quelque part où les gens sont là, qu'ils n'avaient pas le droit d'être là, vous les éparpillez. Voilà. On dit, allez, dégagez. Les plus rétifs, on les prend, on les met 2 minutes en garde à vue et puis on les libère après, ils rentrent chez eux. Alors que les gens qu'on arrêtait, on est parti les chercher chez eux à la maison. On est parti faire des enlèvements chez les gens à la maison. Donc, forcément, c'est pas une question de droit. Il faut qu'on se lève pour chasser ce régime. Tant que ce régime-là ne sera pas chassé, ça ne marchera pas. C'est tout.
Est-ce que ce sont tes derniers mots ou est-ce que tu avais encore d'autres mots justement? Non, mais non, de toute façon, je préfère m'arrêter là parce que moi, j'ai dit aux Togolais, il vous appartient à vous, comme je vous dis tous les jours, d'aller scier les racines. Les racines sont dans vos quartiers. Les racines sont les chefs de village. Les racines sont le procureur, ma maman, il est allé au 2000, je vous le dis tout le temps, aller faire pique-nique devant leur maison. Les officiers supérieurs, tous ces gens-là, qui sont les racines du mal. Vous savez qu'on ne peut pas atteindre la cime, on passe par les racines. Et une fois que les racines sont sciées, l'arbre tombe tout seul. Si vous avez compris, c'est tant mieux. Et n'attendez pas, ils vous ont tellement d'occasions. Ils vous donnent plein d'occasions. Pourquoi vous voulez attendre qu'on vous donne une date? Regardez, mais avec le déguerpissement qui est en train de se faire. Vous êtes dans le même quartier que ces gens-là. Les autochtones, on est en train de vous déguerpir au lieu de demander pardon. Mais les ministres sont dans vos quartiers. Allez faire des guépissements aussi là-bas ou bien. Bref, je me tais. C'est que ça m'énerve. Que le Togolais voit ce qu'il faut faire et il dit je vais aller demander pardon. Pardon pour qui? À qui? Mais les gens achetaient les maisons, les terrains chez vous. Eux, comme par miracle, pour eux là, il y a rétrocession. Et pour même les autochtones, on dit que ouais, il y a réserve. À quel moment il y a réserve? À quel moment? Pardon, je me mute. Merci. Merci pour tout ce que vous avez partagé ce soir avec nous. Merci pour votre disponibilité. Ce que nous venons d'entendre nous rappelle ceci, une lutte révolutionnaire n'est pas seulement une lutte de stratégie, mais c'est une lutte de conscience. C'est à nous de prendre conscience du mal dont nous souffrons. Et là, Grace pose un diagnostic lucide sur le mal qui nous gangrène. Marthe nous parle de thérapie collective. Et c'est ce que nous offre une lutte révolutionnaire. Docteur, je suis désolé, je vais devoir partir. Oui. Bonne journée et ce fut un beaucoup. plaisir d'être par ici. Merci beaucoup, Marthe. Donc, on aura d'autres occasions. Merci beaucoup une fois encore, Marthe. Le plaisir est partagé. Tu me dois un dîner, hein? Oh, bien sûr. Tu te rappelles, c'est que depuis l'été, normalement, depuis le mois de juillet ou août, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais que je devrais passer mon agrégation. Moi, je le livre comme ça. Donc, c'est, je vais me concentrer sur la préparation de mon agrégation. Donc, ça m'a pris énormément du temps. C'est pour ça qu'on ne sait pas encore jusqu'à présent. Mais ça ne tardera pas. Peut-être qu'on va fêter ça ensemble si, évidemment, je réussis. Ça marche avec plaisir. Ça marchera certainement. Merci beaucoup, Marthe. Allez, au plaisir. Oui, tu prends soin de toi, oui. Merci beaucoup. Prends soin de toi également, oui.